Mai 68, ça commence à Nanterre et puis à Paris. Rue Gay-Lussac, place de l'Opéra, boulevard Saint-Michel, ailleurs encore. La révolte étudiante bat son plein. Mais en province aussi, on s'agite un peu partout. À Nantes en particulier, terre de tradition libertaire où le mouvement plus ouvrier qu'étudiant revêt un caractère particulièrement violent. Écoutons les témoins de l'époque. Enfin, ceux qui font de mai 68 ce qu'a voulu faire le président de la République, Nicolas Sarkozy, une révolution étudiante, font preuve d'une méconnaissance de l'histoire assez étonnante. Mai 68, c'est la plus grande grève de l'histoire de France, la plus grande grève salariée et ouvrière de l'histoire de France. J'étais au Mans, je m'intéressais aussi beaucoup à la situation nantaise. Ça fait de très grosses manifestations. Qui d'ailleurs ont commencé, selon la formule du livre de Stéphane Denis, journaliste Stéphane Denis, qui a fait un bouquin qui s'intitule « Les événements de 1967 ». Ben, mai 68, ça commence en 1967, ça commence même avant, les historiens peuvent remonter jusqu'à 64, mais en 67, moi j'ai couvert comme journaliste de très grosses manifestations ouvrières et paysannes, notamment au Mans. Au départ, c'était les étudiants. J'ai pensé, moi, à l'époque, mais c'était une illusion, que ça pourrait conduire à une grève générale de type classique, comme en 56, comme en 36, en 53 ou en 55. En fait, les choses ne se sont pas passées exactement comme on l'avait prévu. Partout, donc, la jeunesse était en effervescence. On sentait qu'il y avait du changement dans l'air. Mais il s'est passé quelque chose à Nantes, et ça ne s'est pas passé ailleurs. C'est que... peut-être par hasard ou à cause d'une histoire locale, la jeunesse étudiante, qui était déjà un peu typée, puisqu'on était là à la tête des bureaucraties estudiantines plutôt anards, quoi, situationnistes, enfin pro-situationnistes, bon. Donc originaux quand même par rapport à ce milieu gauchiste, en ce sens où on n'était pas léniniste, c'est-à-dire ni maoïste, ni trotskiste, différentes tendances. Plutôt anard ou inorganisé, libertaire, choses comme ça. Bon. Et donc cette particularité donc, de la composante étudiante à Nantes se trouvait renforcée par le fait qu'on était en relation avec ce qu'on peut appeler pompeusement la tradition anarcho-syndicaliste locale. Ici, c'est sérieux. Usine occupée, grève générale. On innove en enfermant le directeur général de Sud Aviation, l'ancêtre d'Airbus. On envisage de prendre d'assaut la préfecture. On est loin de la plage et des pavés. On veut du concret et on chante dans les rues enfoncées les romantiques. Lorsque sa préfecture a été envahie par une queue de manifestations le 13 mai, des étudiants, des jeunes, comme ils étaient, 1000, 2000, etc., ils enfoncent les grilles de la préfecture, ce qui n'est quand même pas banal, parce que c'est solide en général des grilles de préfecture. Ils mettent le feu à la voiture du préfet, ils cassent des vitres, etc. Ils commencent à entrer sans doute dans le vestibule. Le préfet appelle le ministre de l'Intérieur, Christian Fouché. Il a son directeur de cabinet, M. Dano, qui est mort depuis. Et il lui demande l'autorisation d'ouvrir le feu sur les manifestants qui investissent sa préfecture. Le DIRCAB lui dit « Je vous l'interdis, n'en faites rien. Repliez-vous à la sous-préfecture de Châteaubriand. Jean-Émile, pas ça, pas question de me replier, etc. » Bon. Puis finalement, par chance, alors donc on lui interdit de tirer, mais il a demandé à tirer. Il a d'ailleurs réitéré la chose, c'est quelqu'un qui assume ses propos et ses responsabilités. C'est pas le genre d'homme qui dément le mardi ce qu'il a déclaré le lundi, parenthèse qui est très à la mode en ce moment. Il assume, et mon collègue Joël Bigorne, qui l'a revu ces jours derniers, 10 ans après, eh bien, il persiste et il signe. Alors, selon vous, Jean-Émile Vier, préfet à l'époque à Nantes des événements de mai 68, aurait tiré sur la foule? Ah bah s'il en avait eu l'autorisation, il le dit lui-même, oui, il aurait tiré. À balles réelles ou... À balles réelles, oui, on parle pas de balles à blanc, ni de, je sais pas quoi, de balles en caoutchouc. Oui, il s'agit bien d'ouvrir le feu sur une émeute, car pour lui c'était une émeute, il s'agissait d'ouvrir le feu, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Conformément à une tradition à Nantes à l'époque, les travailleurs ont envahi, entre guillemets, la cour de la préfecture. Ils ne sont jamais rentrés dans la préfecture.
la cour de la préfecture. C'était un geste purement symbolique qui a permis d'ailleurs à M. Lafay, je crois qu'il s'appelait comme ça, le professeur Lafay, président du cercle Jean 22, si mes souvenirs sont exacts, ou Jean 3, 23, 123, de faire preuve de son savoir-faire, puisque c'est lui et nous, et non nous, qui avons obtenu la sortie des manifestants de la préfecture. Le 13 mai, donc, attaque de la préfecture, le préfet Villiers qui veut nous tirer dessus, on a appris ça depuis, ça paraît ahurissant, mais c'est arrivé quelquefois. Et puis le lendemain, le 14 mai, les ouvriers de Sud Aviation qui occupent l'usine et puis qui entament le mouvement des occupations. Bon, voilà. Ça c'était une première. C'est une première et c'est une originalité nantaise, parce qu'à Paris, le mouvement étudiant n'avait pas du tout de lien avec les bureaucraties syndicales ou avec le prolétariat inorganisé. Il n'y avait pas de lien. Bon, quand Sartre est allé à Billancourt, il a fallu qu'il reste dehors, monter sur son tonneau, etc. À Nantes, on n'aurait pas eu ce genre de tentation. Les copains qui occupaient l'usine n'avaient pas besoin de nous sur un tonneau. Nous sommes dans l'ouest du pays, traditionnellement terre agricole et chrétienne. Paysans et militants catholiques sont de la partie. L'évêque avait, de mémoire, fait lire à la Pentecôte notamment une lettre pastorale dans laquelle il se solidarisait, alors fait lire dans les églises, dans laquelle il se solidarisait avec les protestataires. Avec les protestataires. Et le 24 mai, il y a également une grosse manifestation ouvrière et paysanne dans les rues de Nantes. Il passe devant la préfecture. L'évêque s'en inquiétait avant et téléphone. Le préfet, pardon, s'en inquiétait avant. Téléphone à l'évêque en lui demandant d'intervenir dans les campagnes, car les paysans, si travailleurs fussent-ils, étaient réputés bons catholiques et donc peut-être influençables par leur curé de paroisse. L'évêque lui dit « Non, je ne peux rien faire, je peux juste prier pour vous. » Et le préfet lui répond « Allez vous faire foutre. » En fait, c'était le règne de l'idéologie absurde, de gens qui étaient à la recherche d'une foi, à la recherche d'une vérité révélée, celle qu'on leur offrait traditionnellement, apparemment, ne leur suffisant plus. Mais c'était vraiment quelque chose auquel moi je n'ai absolument accordé aucun crédit. Révolte ou révolution? Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était un monôme d'étudiants à l'origine, dans la plus pure tradition des étudiants, avec un côté idéologique qui frisait parfois la paranoïa, et ça a été ce qui explique que ça a été facilement récupéré par les spécialistes, et notamment le spécialiste des spécialistes, c'est-à-dire la hiérarchie catholique. Ça a été récupéré en faveur de la construction qui s'édifiait déjà à l'époque de ce que j'appelle moi le Saint-Empire romain germanique, ou pourquoi pas l'Empire austro-hongrois qu'on nomme Union européenne. Ouvriers, paysans, étudiants se sont-ils vraiment entendus à Nantes? Victoire ou illusion perdue? Que sont-ils devenus? Que reste-t-il de leurs amours de 68? Tous ces jeunes gens sont idéalistes, sont libertaires, révolutionnaires, et sont d'ailleurs issus du monde ouvrier. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que des bourgeois chez les étudiants. Tous ces jeunes ont une admiration pour le mouvement syndical. Je crois qu'à ce moment-là, il y a une osmose réelle, oui, à mon avis. C'est peut-être un moment historique dans la mesure où, à partir de nos illusions en tant que mouvement ouvrier, ça a été dévoyé à des fins qu'on n'avait pas prévues et qui sont celles, par exemple, de la construction de l'Europe. Alors, les fins, ça a été l'instauration, une remise en cause des rapports sociaux qui aboutit aujourd'hui avec tout ce que nous voyons, la remise en cause du Code du travail, la remise en cause de la loi sur les conventions collectives. Ça a été le triomphe, d'une certaine manière, le triomphe de la doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas fondée
sur l'existence d'intérêts différents entre patrons et employés, mais fondés sur l'idéologie du bien commun, qui avait d'ailleurs été expérimentée, disons, au début, à la fois chez Salazar et chez Mussolini. On considérait qu'un syndicat étudiant, c'était quand même assez bidon. C'est-à-dire que l'étudiant étant en devenir, il fallait quand même se soucier de ce qu'il allait se passer après. C'est-à-dire qu'on soulevait ce problème qui débarque là maintenant. On dit mais que sont devenus les anciens étudiants de 68 ? Ils sont devenus députés ou directeurs de journaux ben oui, mais c'était à prévoir. Hein, bon. Donc on était, nous, dans une ligne très provocatrice par rapport à tout ça. Dans le temps de mai 68, je persiste et je signe, il y a osmose, y compris d'ailleurs au moment où j'étais à Angers également. Hein. Il y a osmose. Après, évidemment, chacun va vivre, si j'ose dire, son histoire de classe. Les étudiants vont devenir des professeurs ou des notables, enfin, dont certains vont conserver des patrons de presse. De gauche oui, c'est ça, voilà. Des patrons de presse. Oui, pour certains d'entre eux, pas tous. Hein. Ils ne sont pas tous devenus PDG, ils ne sont pas tous devenus actionnaires. Certains sont devenus salariés et sont restés quelque part fidèles à leurs idéaux. Hein. Enfin, à l'époque, moi j'étais très copain avec Gabriel Cohn-Bendit. Je ne l'étais pas avec son frère. Je ne me suis jamais fait d'illusions sur Danny Cohn-Bendit, qui était, on dirait, un faux cul. Bon. Gabriel Cohn-Bendit, c'était, à mon avis, ça reste différent. Ça ne veut pas dire que je partage ses illusions ou ses convictions, mais aujourd'hui encore, je pense que nous étions à l'époque assez proches quand même. Qu'il s'agisse de Krivine, qu'il s'agisse de Berg, qui a fait une carrière, lui, à la fin de, si j'ai bien compris, au cinéma, du showbiz, tous ces gens-là ont en commun d'avoir su gérer leur carrière. Et ils sont bien intégrés à la société dont ils prétendaient vouloir détruire. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un ancien combattant de 68, même si j'ai été obligé, je vous l'ai dit, à cause de mes fonctions syndicales, de participer d'une certaine manière à la mascarade, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Je me suis jamais fait d'illusions sur la finalité de mai 68, et aujourd'hui je constate que c'est dramatique, car finalement, c'était la remise en cause non seulement de l'État-nation, mais aussi des conquêtes que les travailleurs et les démocrates avaient obtenues dans ce cadre-là. L'ancien président de l'UNEF de mai 68, quant à lui, a participé longtemps à la vie publique de la cité, pendant 20 ans, aux côtés du maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. C'est avec grand plaisir, vraiment, que j'ai travaillé avec Jean-Marc Ayrault pendant presque 20 ans. Alors, je pense qu'on n'a pas fait que de mauvaises choses. Maintenant, vous êtes un peu en froid avec lui. Ben, il m'a viré. Il m'a viré. Et il s'est imaginé que j'étais un domestique qu'on pouvait comme ça congédier parce qu'on estimait de ne plus en avoir besoin. Bon, moi, on peut me reprocher bien des choses, mais je ne suis pas un domestique. D'une phrase, on pourrait résumer votre, à vous, Yvon Chotard, mai 68, comment ? Quand le subjectif, du Marx, ça, citation, quand le subjectif épouse l'objectif, c'est du solide. C'est une pensée juste. C'est vrai que de se trouver à avoir 20 ans au moment où le monde renaît de quelque chose, ça fait du bien. Voilà. Espoir, désillusion, conquête, que reste-t-il de leurs amours, de leurs combats ? Quelques-uns se rappellent.